j'espère que vous allez bien. Alors désolée pour le décor, de ce que vous voyez, qui est non, c'est bon, derrière moi, mais en fait là, ici, donc c'est ma, nouvelle étagère, que je vais avoir pour mon anniversaire. Donc mon anniversaire, c'est demain. Voilà, donc avec ma mère, on l'a montée ce matin. C'est la l'étagère qui va remplacer, le meuble de que j'ai là derrière moi, mon meuble télé. Donc je vais mettre ma télé, donc ici, là, sur ce petit carré-là, et je vais mettre ma Play, je pense, à côté. Hop, alors attendez, là, ici, sûrement à côté, là, ici, le petit endroit que vous voyez là. Voilà, je pense que je vais la mettre là. Et puis voilà, et voilà, ça va être ma nouvelle étagère, donc ça va être là où je vais mettre pas mal de livres. Voilà, je vais installer donc tous mes livres, enfin tous mes livres, une partie de mes livres que j'ai dans mes cartons, qui sont dans mes cartons depuis un moment. Je vais en mettre un certain nombre, surtout ceux que je n'ai pas encore lus. Donc voilà, qui sont pas très loin dans deux cartons qui sont dans la chambre de ma mère. Et voilà, et donc vous allez voir cette nouvelle étagère qui va se trouver derrière moi maintenant, et vous verrez une partie de mes livres. Alors je vous ferai un petit tour, voilà, donc je vais les installer, et puis on verra comment, je verrai comment je vais tout bien installer. Je vous ferai, alors je sais pas ce que je vais faire, si je vous fais une vidéo avec mon téléphone et que je vous fais voir comment est-ce que j'installe mes livres, ou bien je le fais et puis je mets mes livres et puis je vous fais voir ce que j'ai mis, tout simplement, quand je l'aurai mis. Je sais pas trop encore comment je vais faire, mais je vais trouver, et puis vous verrez bien. Donc soit vous verrez une vidéo où il y aura déjà mes livres installés, ou bien on le fait ensemble, et puis enfin en tout cas moi je le fais. Voilà, je le fais tout seul et puis vous le verrez de toute façon, vous le verrez en temps et en heure, mais voilà, comme ça je vous ferai un petit tour du propriétaire. Voilà, donc aujourd'hui ça sera un bilan lecture vu que j'ai lu mes 4 livres. Enfin, donc je vais vous les présenter. Donc dans ces 4 livres, il y a donc 3 historiques, et enfin oui, 3 historiques, dont un historique thriller, et il y en a un policier. Voilà. Enfin, même le premier, hein, je pense que c'est aussi un policier. C'est un policier historique, je pense, mais bon. Enfin, bref, c'est plus historique que vraiment policier. Donc on y va, c'est parti. Donc je vais vous les présenter. Donc mon premier livre que j'ai lu. Donc j'ai lu Le manuscrit perdu de Saint-Riquier de Céline Guis aux éditions, donc les éditions Nord Avril. Voilà, donc livre que je me suis acheté au salon du livre de Neulémine l'année passée, avec la petite dédicace qui va bien. Voilà, donc vous le voyez, donc c'est en 2004 que je l'ai eu. Donc Céline Guis en a écrit donc deux autres livres. Donc on a Le secret de Guy de Pontieux et Le crâne de Saint Jean-Baptiste. Voilà, ces deux autres livres qui ont été qu'elle a écrit. Alors, dans le manuscrit de Saint-Riquier, nous sommes donc dans les Hauts-de-France. Nous sommes à Saint-Riquier. Nous allons suivre donc Alice Lepelletier, qui est une jeune docteure en histoire qui débarque de Paris, donc à Saint-Riquier, pour rendre visite à son ancien professeur, et en même temps pour faire une conférence sur le petit-fils de Charlemagne. Donc, voilà. Et donc, ce jour-là, normalement, elle est censée rencontrer donc enfin, voir son professeur. Il est censé participer lui-même à cette conférence. Sauf que la conférence se déroule très très bien. Sauf que son professeur n'arrive jamais à la conférence.
Donc elle se pose beaucoup de questions et avec donc celle qui a organisé la conférence, elle va aller voir dans la maison de son professeur pour voir où est-ce qu'il est passé. Est-ce qu'il est chez lui ou voilà, est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose. Et là, donc toutes les deux vont le voir mort chez lui. Elles vont donc bien évidemment prévenir les pompiers, la police, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très étrange dans cette mort. Donc la police et les pompiers vont arriver. Le médecin légiste va, comment dire, constater que c'est une crise cardiaque. Sauf que Alice, elle, va totalement hurler que ce n'est pas possible, ça ne peut pas être, comment dire, une mort, enfin une crise cardiaque, une mort naturelle. Ce n'est pas possible vu qu'elle a vu un tatouage assez suspect sur le corps de son ancien maître de recherche, donc qui est un symbole saxon du Moyen Âge. Et elle trouve ça très étrange et elle sait que c'est grâce à ce tatouage qu'elle peut certifier que c'est un assassinat voilà, qui a été perpétré par rapport à son maître de recherche. Sauf que les policiers la prennent pour une folle, donc ils vont l'embarquer, ils vont la mettre en cellule. Et c'est un capitaine de la police d'Abbeville qui va l'interroger donc pour savoir comment elle peut savoir que son maître de recherche n'est pas mort d'une mort naturelle. Voilà, elle va lui expliquer donc pourquoi. Et donc à deux, donc il va la croire. Oui, il va tout simplement la croire. Et à deux, donc ils vont retourner donc dans la maison de son ancien maître de recherche et ils vont fouiller et c'est là qu'ils vont trouver quelques indices. Voilà, et, son ancien professeur en fait avait, comment dire, effectué une petite chasse au trésor pour elle parce qu'il savait qu'elle aimait beaucoup ça. Et donc, grâce à cette petite chasse au trésor, elle va vite comprendre qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche et qu'on a essayé d'assassiner donc son maître de recherche. Entre-temps, donc, on va aller dans le passé, en l'an 844. Nous allons être avec Odon, qui est un maître de scriptorium à l'abbaye de Saint-Riquier. Voilà, donc en fait, il aide d'autres moines à écrire, comment dire, à retranscrire des manuscrits très anciens. Voilà. Et en fait, Odon, lui, est un orphelin. Voilà, il a été recueilli par les moines. Il ne vit que pour son, comment dire, que pour son métier. Voilà, donc il va d'abbaye en abbaye. Donc là, il est à l'abbaye de Saint-Riquier, où un jour, il va recevoir de la part de Nithard, donc le petit-fils de Charlemagne, un manuscrit qu'il a trouvé lors d'un, comment dire, lors d'une guerre, voilà, qu'ils ont, ces guerriers et lui, qu'ils ont pillé. Ils ont retrouvé un manuscrit très ancien et donc il va demander à Odon de bien vouloir comment dire, le lire et le retranscrire au propre. Et en fait, Odon, comment dire, en lisant donc ce fameux manuscrit, il va se rendre compte que, comment dire, sa mémoire va lui revenir. Voilà, il va avoir, euh, en lisant ça, il va se rendre compte que la personne comment dire, qui a rédigé cet écrit est une personne qu'il connaissait très bien. Et il va tout simplement retrouver la mémoire qu'il a perdue en se rappelant donc tout simplement ses origines. Donc il va se souvenir de sa mère, et il va se souvenir de son père qui était un très grand guerrier. Voilà, comment dire, toute sa communauté a été euh, mise à sac par Charlemagne. Voilà, et donc il va découvrir tout simplement ses origines et il va, comment dire, se rendre compte de beaucoup de choses par rapport à Nithard.
et par rapport à tout ce qui se passe à Saint-Riquier, donc à cette époque-là, en 844. Et ça a été une belle découverte pour moi. On apprend pas mal de choses. J'ai appris pas mal de choses par rapport à Céline Guis. Je ne connaissais pas du tout Nithard. Je ne savais pas du tout que c'était le petit-fils de Charlemagne. Donc j'ai appris pas mal de choses là-dessus. Et c'est un livre qui se lit très très vite, vu qu'il ne fait même pas 300 pages. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, il y a tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux. Voilà. C'est parce que comment dire, elle, elle a bien évidemment romancé certains passages. Donc, à la fin, elle explique pourquoi est-ce qu'elle a tout ce qui a été faux et tout ce qui a été vrai dans son récit. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant aussi. Parce que comme ça, on découvre tout simplement la vérité. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment l'histoire, si vous avez envie de lire de l'histoire du terroir, tout simplement, et ben n'hésitez pas. Céline Guy, c'est une très bonne autrice. J'ai vraiment beaucoup aimé son livre. J'ai appris surtout pas mal de choses et je vous le recommande grandement. Voilà. Donc, le manuscrit perdu de Saint-Riquier aux éditions Nord-Avril de Céline Guis. Ensuite, je me suis lancée dans un autre roman historique. Et là, c'est un historique thriller. Alors, historique, pourquoi je vais vous dire d'abord le titre. Donc, Les Malvenus d'Audrey Brière aux éditions Seuil, dans leur collection Cadre Noir. Donc c'est un historique parce que cette histoire se passe en 1917, donc pendant la Première Guerre mondiale. Nous sommes dans un petit village de Haut-de-Cœur en Bourgogne. Donc dans ce petit village, nous allons, être avec... nous allons être avec Mathias Lavaux, qui est un inspecteur de police. Un corps a été retrouvé chez une habitante. Le corps d'un homme. Cet homme s'appelle donc Thomas Sorel, donc TS. On va l'appeler TS parce que dans le livre il s'appelle TS. Donc Thomas Sorel, et Thomas Sorel n'était pas un homme aimé de son village. Voilà, c'était un homme détesté parce que Thomas Sorel savait beaucoup de secrets par rapport aux habitants de son village. Et il faisait chanter pas mal de choses, pas mal de gens, pardon. Il faisait chanter pas mal de gens euh, parce que vu qu'il connaissait les secrets du village, il pouvait tout simplement tout révéler à tout le monde. Et ça, les gens n'aimaient pas. Voilà, tout simplement. Et quand les gens ont su que Thomas Sorel était mort, tout le monde a semblé être soulagé de sa mort. Sauf que c'est tout simplement Mathias qui était un ancien ami, enfin entre guillemets, de Thomas Sorel, vu qu'il ne l'aimait pas non plus, et qui va tout simplement enquêter sur sa mort. Et donc on va découvrir beaucoup de secrets dans ce petit village. Voilà, les secrets des habitants. On va découvrir les secrets de la femme de Thomas Sorel. On va découvrir les secrets des religieuses, parce que dans ce village, il y avait des religieuses, donc les religieuses qui s'appelaient les Ursulines, le couvent des Ursulines, voilà, où il y avait pas mal de religieuses. Et on va découvrir aussi beaucoup de secrets par rapport à ces religieuses. Voilà. Donc c'est Mathias Lavaux qui va enquêter, et il va enquêter avec son assistante, donc Esther qui apparemment a aussi pas mal de secrets. Voilà. Qui ne parle pas beaucoup, mais qui fait office. Excusez-moi. À force de parler, ma gorge est très sèche. Qui fait office donc de médecin légiste. Donc elle va autopsier, vu de l'extérieur, le corps de Thomas Sorel.
et elle va découvrir pas mal de choses sur son corps. Voilà. Et donc tous les deux vont, Mathias et Esther vont enquêter donc sur la mort de Thomas Sorel. Et on va découvrir tous les secrets du village, et on va aussi être à un moment donné donc en pleine Première Guerre mondiale, donc dans les tranchées, vu que Thomas Sorel va être appelé à combattre, voilà, comme beaucoup d'hommes du village. Et donc à un moment donné, on va suivre une scène dans les tranchées, ce qui était très intéressant. Audrey Brière a une très très belle plume. J'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai dévoré. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai hâte de lire son deuxième, qui s'appelle Mauvais cœur, si je ne me trompe pas, qui est avec les mêmes personnages. Donc on va retrouver Mathias et Esther. Voilà, et j'ai vraiment hâte de lire son deuxième roman. Voilà. Donc si vous avez envie de lire un livre historique qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, alors on n'est pas que dans les tranchées, je tiens à le préciser, mais on a quand même une scène qui se passe dans les tranchées, ce qui est très intéressant. N'hésitez pas à le lire, car ce livre est un petit bijou. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé la plume d'Audrey. On voit qu'elle s'est beaucoup documentée, on voit qu'elle sait de quoi elle parle, et moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, je l'ai dévoré. Il n'est pas très gros, il ne fait que 300 pages, un petit peu plus que 300 pages, 300... 348 pages. Voilà, c'est pas énorme, et c'est surtout très intéressant. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez connaître l'autrice, si vous ne connaissez pas encore l'autrice, n'hésitez surtout pas. Donc Audrey Brière, Les Malvenus, aux éditions donc Seuil, dans leur collection Cadre Noir. Ensuite, je me suis lancée dans un autre roman historique, donc avec Outaouais, aux éditions donc M+, de Page Coman. Alors Page Coman, en fait, c'est un nom d'emprunt. C'est en fait Yann Manouk et Gérard Coquet qui signent donc ce roman. Donc c'est un roman à 4 mains et pas à 6, comme je vous l'avais dit au départ, je croyais. Ils ont écrit tous les deux donc ce roman qui se passe en Irlande pour commencer. Donc en Irlande, donc dans les années... Alors attendez, que je regarde en 1847. Nous sommes donc en Irlande en 1847. Donc dans cette Irlande qui connaît une grande famine. Voilà, vu que les agriculteurs d'Irlande ne plantaient que des pommes de terre, et une partie voilà, de l'Irlande était des agriculteurs plantaient des pommes de terre, et malheureusement les pommes de terre ont attrapé le mildiou, ce qui est très mauvais, et du coup les gens ont commencé à tomber malades. Il y a le choléra, le typhus, la dysenterie qui ont commencé à ravager des familles, donc beaucoup de familles sont décédées. Et le reste de la population a du coup voulu partir, voilà, pour pouvoir ne pas être contaminé, et pour pouvoir tout simplement aller vers ailleurs, et pour pouvoir survivre. Voilà. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce temps-là, il y avait des clans, des familles qui faisaient, c'était des familles qui se faisaient appeler les clans. Et dans cette histoire-là, il y a une famille qui tient le village où l'on, commence cette histoire d'une main de fer, qui s'appelle la famille Mulag. Voilà, donc dans cette famille Mulag, on a le père, les deux fils et la mère. Donc la mère n'a aucun, comment expliquer ça, aucun droit, si on peut appeler ça comme ça. Elle ne fait que coudre, elle n'a pas son mot à dire.
par rapport à la façon dont son mari, comment dire, fait la loi, voilà, dans ce petit village. Et en fait, donc, le mari et les fils essayent d'empêcher les gens de partir du village où ils sont et où il y a cette grande famine, parce que bah, il veut tout simplement combattre les Anglais qui sont en Irlande et qui essayent de voler leurs terres. Parce qu'en fait, comment dire, les Anglais donc savent ce qu'il se passe en Irlande et ne font strictement rien. Donc du coup, les familles meurent de faim et c'est la catastrophe. Et donc, cette fameuse famille Mulargue veut tout simplement faire payer aux Anglais ce qu'ils sont en train de faire subir aux Irlandais. Et c'est pour ça que ce fameux père de famille ne veut pas que les Irlandais partent de leur pays natal pour aller dans le Nouveau Monde, donc soit en Angleterre, soit au Québec. Et en fait, donc nous, on va suivre dans cette histoire une famille qui est la famille McBride, si je ne me trompe pas. Euh, Alors, attendez, hein. Ok. Ouais, c'est ça, McBride. Voilà, on va suivre Glenn McBride qui lui a comment dire acheté ses tickets pour prendre un bateau pour pouvoir s'en aller. Donc dans le Nouveau Monde, lui il veut aller à Outaouais, donc qui se trouve au Canada. Et donc en fait, au moment où il va tout simplement vouloir rentrer chez lui, il va y avoir un drame qui va arriver. Voilà, et il va réussir à sauver sa fille, Kate McBride, qui va aller prévenir donc un voisin de ce qui se passe. Son voisin, donc, qui s'appelle... Alors, je sais que c'est Sullivan, son nom de famille, mais je ne sais plus. Euh, Alors, c'est Martin. Voilà. Martin Sullivan, qui va écouter les explications de Kate et qui va bah, vouloir aller avec elle aller voir la ferme de son père, tout simplement pour voir ce qui s'y passe. Et en arrivant là-bas, Kate et Martin vont voir ce qui s'est passé. Elle va voir sa famille assassinée, donc euh, par comment dire, les hommes de la famille Mulag. Et donc, ils n'ont plus d'autre choix que de s'enfuir d'Irlande pour pouvoir sauver leur vie parce qu'ils ont peur que la famille Mulag veuille les assassiner. Donc, ils vont partir d'Irlande pour atterrir donc au Canada, où là, ils vont aller à Outaouais, où ils vont essayer d'avoir une meilleure vie. Sauf que en arrivant donc au Canada, ils vont devoir aller en quarantaine vu que dans le bateau, donc il y a pas mal de familles qui étaient et qui étaient déjà malades. Donc ils avaient déjà le choléra, le typhus, etc., etc. Et donc du coup ils ont contaminé pas mal de monde. Donc en arrivant donc sur le rivage, ils ont dû donc partir de là où ils étaient pour aller sur une île en quarantaine, pour être en quarantaine, pour voir s'ils allaient s'en sortir. Le fait est que il y a eu pas mal de rebondissements durant voilà cet épisode-là, et Martin va se retrouver seul. Alors je ne vous dirai pas pourquoi, mais il va se retrouver seul, donc il va partir de l'île pour pouvoir bah, tout simplement faire sa vie, pour devenir bûcheron. Voilà, il veut devenir bûcheron, il veut aller à Outaouais, il veut devenir bûcheron pour pouvoir gagner sa vie et puis essayer de refaire sa vie, tout simplement, se trouver bah, une femme, faire des enfants, etc., etc. Donc on va suivre Martin dans cette vie-là et on va découvrir les magnifiques paysages qui sont décrits par Yann Manock et Gérard Coquet, qui sont des paysages sublimes. On va voir comment la vie était au temps des bûcherons. Voilà, à cette époque-là,
comment est-ce qu'on devenait bûcheron. On va voir comment avant les Indiens vivaient, parce que les Indiens ont malheureusement perdu beaucoup de leurs terres, et ils essayaient de récupérer ce qui leur appartenait. Donc ça donne lieu à des grosses bagarres, comment dire, des guerres, voilà, des guerres entre les Amérindiens et ceux qui arrivaient au Québec ou au Canada, selon où on atterrissait. Et voilà, et donc c'est une magnifique épopée que l'on vit là. Alors c'est Martin c'est plus Martin qu'on voit dans cette histoire. J'ai regretté qu'on voit pas plus Kate et une amie de Martin qui s'appelle Cinéade, qui va atterrir elle aussi au Canada, qui va essayer de s'en sortir comme elle peut. Voilà, surtout que pour les femmes, la vie là-bas, c'était pas évident. T'étais soit prostituée, comment dire, si t'étais riche, bah, t'arrivais peut-être à te trouver un mari qui était dans la même condition que toi, ce qui était pas mal. Mais voilà, si t'avais pas, comment dire, les moyens pour t'en sortir, bah, tu finissais malheureusement bah, prostituée. Et là, bah, voilà, c'était pas évident la vie pour les femmes là-bas. C'est ça qu'il faut savoir. Même sur le bateau, hein, la vie sur le bateau avant d'arriver au Québec n'était pas évidente. Donc on va avoir des scènes vraiment très très dures, surtout par rapport à la famille Mulag, comment dire, qui d'Irlande va aussi atterrir au Québec pour essayer, parce qu'en fait ils pourchassent tout simplement Martin et Kate parce que, comment dire, il y a eu une altercation entre Martin et les fils Mulag, et ça a fini totalement en bain de sang. Donc le père veut se venger de ça. Et voilà. Et donc nous, on va suivre toute cette épopée, tous ces personnages. Ça a été un très bon livre. J'ai eu très très peur au départ. Je me suis demandé sur quoi j'allais tomber. Vu que j'avais déjà lu un livre de Gérard Coquet qui était La Triade irlandaise, et que rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y avait des petites longueurs, donc là j'ai eu très très peur. Je me suis dit, vu que là c'est vraiment que de l'historique, je me suis dit qu'est-ce que ça va donner. Et au final, eh ben, j'ai fini par le dévorer. En fait, je l'ai dévoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup de, comment dire, beaucoup de belles descriptions. On arrive à bien s'imaginer, donc au Canada, on arrive à bien s'imaginer la vie rude qu'entretenaient les hommes et les femmes là-bas. Et c'était juste sublime. C'était une très très belle histoire, donc je le conseille grandement aux gens. Voilà, alors il y a beaucoup de monde qui ont eu beaucoup de mal. Ils ont trouvé qu'il y avait des longueurs. Pour moi, ça l'a fait. Du début jusqu'à la fin, voilà, je me suis pris dans l'histoire. Je me suis pris avec les personnages. J'ai vraiment tout aimé dans ce livre. Voilà. Donc si vous aimez les romans historiques, n'hésitez pas, parce que ce livre vaut le détour. Donc Outaouais, de Page Coman, mais des auteurs Yann Manock et Gérard Coquet. Et c'est aux éditions M+. Voilà. Donc en dernier, je me suis lu donc une trilogie. Donc c'est la trilogie de la Dame de Reykjavik, donc par Ragnar Jonasson, aux éditions de La Martinière. Donc c'est un objet livre magnifique, vous voyez, voilà, avec le petit signet qui va bien. Voilà. Donc dans ce livre, il y a 3 histoires. Donc il y a la Dame de Reykjavik, il y a l'île au secret et il y a la dernière tempête. Donc nous sommes en Islande et nous allons suivre donc Hulda Hermannsdóttir, qui est inspectrice de police et qui résout des crimes, tout simplement. Donc, ce livre est assez particulier vu qu'il a une chronologie inversée. C'est-à-dire que vous pouvez lire le livre dans l'ordre, donc de la première histoire à la troisième. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la première histoire, donc en fait, on va suivre Hulda qui a 64 ans, donc elle est proche de la retraite. Voilà. Dans la deuxième histoire, Hulda a 50 ans. Et dans la troisième, elle en a 40.
Donc vous pouvez lire l'histoire, donc la première, la deuxième et la troisième, en suivant. Ou vous pouvez, si vous le voulez, lire la troisième histoire, la deuxième et la première. C'est à vous de voir, c'est vous qui voyez comment vous voulez voir l'histoire d'Ulda. Alors, moi, je l'ai lu de la première à la troisième. Voilà. À savoir que j'avais déjà lu La Dame de Reykjavik, pardon, et que j'avais beaucoup aimé. Donc là, je me suis dit, comme j'ai l'intégrale, je vais relire La Dame de Reykjavik. Comme ça, après, je lirai L'île au secret et La dernière tempête. J'ai bien aimé ce livre, voilà, surtout qu'il y a des petits chapitres, voilà. C'est des petits chapitres qui se suivent. Alors quand je dis qu'ils se suivent, c'est qu'ils se suivent les uns derrière les autres. Donc là, vous le voyez, hop, là, vous avez le chapitre 4 et le chapitre 5 et juste ici. Donc vous le voyez, le chapitre 5 est là. Donc c'est ça, quand je dis que les chapitres se suivent, c'est que les chapitres se suivent les uns en dessous des autres. Alors, dans la première histoire, la dame de Reykjavik, donc nous sommes avec Hulda, qui a 64 ans, qui est proche de la retraite, elle a quelques semaines de la retraite. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que son chef va vouloir qu'elle prenne sa retraite un tout petit peu plus tôt que prévu. Vu qu'il y a son remplaçant qui est prêt tout simplement à la remplacer. Voilà, donc il voudrait qu'elle prenne sa retraite un peu plus tôt que prévu, sauf que Hulda, elle veut pas. Voilà, elle le sent pas cette retraite. Elle veut pas prendre sa retraite. Elle a du mal à se mettre dans sa tête qu'elle ne n'ira plus travailler. Elle a peur d'être toute seule, tout simplement parce que Hulda n'a plus ni mari ni enfant. On va vite comprendre qu'Hulda n'a pas eu une vie très, comment dire, très joyeuse. Voilà. Alors déjà, elle a eu une enfance compliquée. Et arrivée à sa vie d'adulte, ça n'a pas été, comment dire, une vie très très simple qu'elle a eue. Mais ça, je ne vous en dirai pas plus. Après, ça sera à vous de comprendre. Voilà, mais nous, au fur et à mesure de l'histoire, on comprend pourquoi ça n'a pas été facile pour elle dans sa vie, autant dans son enfance que dans sa vie d'adulte. Toujours est-il que là, elle est au bord de la retraite qu'elle ne veut pas prendre. Et donc, du coup, pour essayer de l'occuper un petit peu, son chef lui dit que si elle veut, elle peut encore prendre une dernière enquête. Voilà. Elle a le choix de prendre l'enquête qu'elle veut. Voilà, une enquête, un cold case. Voilà, elle peut prendre une ancienne enquête et enquêter en attendant de partir. Donc Hulda va prendre son chef au mot et elle va aller donc dans les archives pour trouver une enquête qui lui tient à cœur, qu'elle voudrait résoudre. C'est l'enquête d'une jeune femme russe qui est décédée donc il y a un an. Il y a un an de cela. Et en fait, son meurtre n'a jamais été vraiment élucidé comme il faut. C'est un collègue à elle qui a eu l'enquête et qui l'a un peu bâclé. Voilà, elle va vite le découvrir. Cette femme russe, en fait, venait pour avoir tout simplement son permis de séjour en Islande. Le fait est que elle est décédée avant de l'avoir eu, ce permis de séjour, parce que c'était, comment dire, c'était sûr qu'elle allait l'avoir, sauf que on l'a malheureusement assassinée avant. Le fait est que elle a été assassinée d'une drôle de façon et que Hulda voudrait comprendre pourquoi est-ce qu'on a assassiné cette femme. Elle va vite se rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas une Russe, mais deux Russes. Elles étaient deux, et c'était deux amies. Voilà. Et donc, comment dire, vraiment en fouillant bien profondément, elle va se rendre compte qu'il y a pas mal de choses qui ne coïncident pas avec ce qu'on a écrit dans le rapport. Et elle va touiller et touiller et touiller. Et à un moment donné, les pièces du puzzle vont tout simplement s'emboîter.
Sauf que ça risque de très mal finir pour Hulda. Je ne vous en dirai pas plus par rapport à celle-là. L'histoire, ce sera à vous de la lire. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième. Donc, dans la deuxième, comme je vous l'ai dit, nous sommes avec Hulda, Hulda qui a 40 ans, qui va enquêter sur la mort d'une jeune fille. Donc, 4 jeunes gens comment dire, ont décidé de partir en week-end sur l'île d'Elidae, qui est une petite île en nord de l'Islande. Il faut prendre le bateau pour aller sur cette île, où il n'y a qu'une seule maison. Voilà, donc ils ont décidé de partir à 4 dans cette maison. Ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus. Ils veulent, comment dire, comment expliquer ça? Ils veulent tout simplement se revoir pour évoquer le bon vieux temps. Voilà. On va vite découvrir que le bon vieux temps, dans ce bon vieux temps, il s'est passé un drame qui a mis leur amitié à mal. Et malheureusement, donc, une des 4 personnes va mourir pendant ce week-end-là. Et c'est Hulda qui va être appelée pour enquêter donc, sur cette mort. Et elle va vite, même avec elle, on va découvrir que ces 4 personnes cachaient vraiment de lourds secrets. Et qu'il y a, on va découvrir qu'il y a quelque chose. euh, donc déjà, on va comprendre ce qu'ils ont caché il y a 10 ans, ce qui s'est passé il y a 10 ans. Et, et donc, on va comprendre qu'il y a un lien entre ce qu'il s'est passé il y a 10 ans et ce qu'il se passe aujourd'hui. Voilà, ce qui s'est passé quand la personne est décédée. On va vite comprendre le lien et c'est Hulda qui va réussir à résoudre cette affaire. Et ça a été un bon moment. Voilà, j'ai passé un bon moment donc avec cette histoire. J'ai beaucoup aimé euh, donc cette histoire, donc l'île au secret. C'était vraiment très intéressant. Donc maintenant, je vais vous parler de la dernière, donc la dernière tempête qui se passe, pareil, à l'extérieur de l'Islande, dans un petit village très reculé. Il y a 2 agriculteurs qui vont passer Noël chez eux, voilà. Ces 2 vieilles personnes qui sont agriculteurs. Et en fait, la veille de Noël, quelqu'un va taper à la porte. Sauf que, comme il y a une grosse tempête de neige, normalement, il n'y a personne qui devrait arriver chez eux. Sauf que là, il y a une personne qui tape à la porte. Ils vont ouvrir et là, ils vont découvrir à leur porte un homme. Un homme qui dit s'être perdu, un homme qui dit être chasseur. Sauf que la femme, qui s'appelle Erla, et l'homme s'appelle Enar, le couple, hein, je parle du couple. Voilà, donc Erla va se rendre compte que cet homme qui vient d'arriver, qui s'appelle Léo, cache quelque chose. Elle le sait, elle a vu ses pas dans la neige et elle pense que cet homme ne vient pas de là où il dit que ce n'est pas possible. Mais pour l'instant, comme elle n'a pas trop de preuves de ce qu'elle avance, elle préfère rien dire. Ils vont l'accueillir à bras ouverts, ils vont lui permettre de dormir, donc parce qu'ils ont des chambres d'amis qu'ils réservent à des touristes qui viennent, mais pendant l'été, voilà. Et là, ce qui est un visiteur pendant l'hiver, c'est pas normal. Voilà, pendant l'hiver, normalement, il n'y a personne. Ils sont tout seuls. Et donc, ça va être une ambiance une atmosphère assez glaçante parce que le mari, donc d'Erlin, Einar, va poser des questions à Léo. Léo va lui répondre, il va lui dire que voilà, qu'il est chasseur, qu'il était avec des amis et puis et qu'à un moment donné, la tempête est arrivée et qu'il s'est perdu. Voilà, il a perdu ses amis et qu'il a atterri près de leur ferme. Et donc, du coup, il a pensé à taper vu que la tempête faisait rage. Sauf que son discours est pas très très clair. Euh,
et que donc au moment où il devrait aller dormir, donc Erla et Enar vont dormir en même temps que lui, mais Erla, elle ne ferme pas les yeux, elle ne dort pas, elle écoute ce qu'il se passe et elle va entendre l'homme, donc Léo, fouiller dans la maison. Et ça, elle trouve ça bizarre, elle se demande pourquoi est-ce qu'il fouille comme ça chez eux. Et elle va tout simplement mettre le doute dans la tête de son mari et elle va lui dire de faire quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, ça ne va pas pour elle, ça va pas et voilà. Et donc son mari va prendre les choses en main. Il va tout simplement donc enfermer Léo dans une pièce et il va fouiller dans ses affaires pour savoir ce qu'il cache et il va trouver des choses qui ne concordent pas avec ce que Léo raconte. Sauf que, bah, on va se rendre compte que que les choses vont tout simplement tourner mal. Elles vont tourner très très mal. Voilà. Et nous, on va se retrouver 2 mois plus tard, donc avec Hulda. Hulda qui enquête. Hulda qui a 40 ans, donc qui a encore son mari et sa fille, qui va enquêter donc, sur la disparition d'une jeune fille qui s'appelle Unur, qui a disparu depuis un certain temps. Donc Unur faisait des études. Elle avait fini ses études au lycée et elle a voulu prendre une année sabbatique pour faire le tour de l'Islande. Voilà, elle a voulu visiter l'Islande. Donc elle est partie avec son sac à dos, majeure et vaccinée, elle en a parlé à ses parents. Ses parents n'étaient pas très très chauds, mais elle les a convaincus de la laisser partir en leur disant que bah, le jour où elle rentrerait, et ben, elle ira à l'université. Voilà. Donc elle part. Elle part tranquillement pour visiter l'Islande, pour visiter bah, des endroits assez reculés. Et malheureusement, cette jeune fille va disparaître du jour au lendemain. On ne va absolument plus avoir de nouvelles d'elle. Ses parents vont bien évidemment prévenir la police. La police va enquêter sur sa disparition. Et malheureusement, elle ne va jamais être retrouvée jusqu'au jour où Hulda va devoir enquêter donc sur la mort d'Erla et d'Enar. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? D'après elle, il n'y avait pas 2 personnes, mais il y en avait 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'on va comprendre ce qui s'est passé entre Erla, Enar, Léo, et on va trouver le lien qu'il y a entre ces 3 personnes et Unur, cette jeune fille qui a disparu des radars. Voilà. Ça a été une très bonne histoire qui s'est lue vraiment très très vite. J'ai vraiment beaucoup aimé donc ces 3 histoires. J'ai aimé découvrir l'Islande. Ces terres reculées, on est donc dans la dernière histoire, on est en hiver. On suit à peu près toutes les saisons. On voit comment les gens vivent dans cette Islande qui est bah, très froide, très voilà, avec toutes ces légendes, ces îles, voilà, qui sont en dehors de l'Islande où on doit prendre un bateau pour y aller. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ragnar Jonasson en parle très bien. On imagine vraiment comment est l'Islande à cette époque-ci. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ces 3 histoires, ces 3 enquêtes différentes, ces personnages hauts en couleur. Hulda, surtout Hulda qui est notre protagoniste et qui est à la fois chaleureuse, qui est à la fois distante, froide, qui est aussi lisse, qui doit batailler pour que ses collègues puissent, comment dire, lui donner sa chance à elle, vu que c'est la seule femme flic. Et pourtant, je sais qu'elle donne des bons résultats, vu qu'elle résout toutes ces enquêtes. Mais elle doit toujours rester sur le qui-vive, elle doit toujours montrer plus que ses collègues. Pardon. Vu que c'est une femme. Et qu'elle doit faire ses preuves, tout simplement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. C'était un très beau livre, déjà. C'est 3 belles histoires
que j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous les conseille parce que ça vaut le détour. Donc si vous avez envie de connaître l'Islande, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Hulda Hermannsdóttir, n'hésitez pas à lire ce livre parce que ça vaut le coup. Voilà. Donc Ragnar Jonasson, La Dame de Reykjavik, donc la trilogie intégrale aux éditions de La Martinière. Voilà. Donc voilà pour mes 4 lectures. Voilà pour ce bilan, donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long quand même, mais vu les histoires que j'ai à vous raconter, c'était des sacrés pavés que j'ai lus, pour 2 d'entre eux en tout cas. Alors, en ce moment, donc, je suis en train de lire Le Jardin des énigmes d'Antonio Garrido, donc que j'ai à peine commencé, je l'ai à peine commencé hier, voilà, qui est un roman historique et aussi policier. Donc nous allons être avec Rick Hunter, qui est un ancien botaniste, qui travaille pour la Compagnie des Indes orientales, qui aussi est chasseur de primes. Et donc nous sommes en 1851, à la veille de l'exposition universelle, et il y a des assassinats qui vont se multiplier dans Londres. Et donc Rick va tout simplement donc enquêter sur ces assassinats multiples. Voilà. Et donc il va faire la connaissance d'une jeune mathématicienne, d'un aristocrate philanthrope et d'un inquiétant consul allemand. Voilà. Donc Le Jardin des énigmes de Antonio Garrido aux éditions Les Presses de la Cité. Ensuite, j'ai l'intention de lire Tiffany McDaniel, donc Du côté sauvage, aux éditions Galmenster. J'ai aussi l'intention de lire le Camilla Lagerberg, Le nid du coucou, aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Et j'ai aussi l'intention de lire enfin le 8e tome des 7 sœurs, Atlas, l'histoire de Passalt, de Lucinda Riley et de son fils Harry Whittaker. Voilà, aux éditions Charleston. Voilà, donc j'espère que mes prochaines lectures vous intéressent et peut-être qu'elles vous donneront envie. Donc voilà, donc sinon, écoutez, j'ai rien de neuf à vous raconter. Je vous ai déjà raconté pas mal de choses. Donc là, je vais continuer un petit peu à ranger mon meuble là, parce qu'il faudrait que tout soit mis avant que je parte à la country, parce que j'ai country ce soir. Donc il faudrait que ça soit fait avant que je parte. Et puis, donc après, je continuerai à lire donc Le Jardin des énigmes. Voilà, donc j'espère que pour vous tout va bien. Écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine. Ça sera sûrement un nouveau bilan lecture. Et peut-être que je vous ferai une vidéo où je vous mettrai les livres dans ma nouvelle bibliothèque, si on peut dire ça, ou dans ma nouvelle étagère, si vous préférez. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée, un très bon mercredi. Je vous dis donc à plus tard pour sûrement un nouveau bilan lecture. Bye bye!